Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Et ça roule. Salut tout le monde, bonne semaine à tous. Cette semaine à l'émission, on reçoit un des porte-parole du mouvement Action Liberté 2022 du KRTB, la directrice générale du Centre de prévention du suicide du KRTB, une agente de développement à la table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent et une intervenante chez Santé mentale Québec Bas-Saint-Laurent. Vous voulez en savoir plus? Alors c'est parti pour vos infos TCBH. Comme je viens de vous le dire, on va recevoir tout d'abord un des porte-parole du mouvement Action Liberté 2022 du KRTB, Simon Fournier. Je vous présente en intégralité, sans montage, sans coupure, l'entrevue qu'on a pu avoir ensemble.
s'entendre un peu. On n'est pas tout seul dans notre coin à la maison. On n'est pas tout seul. Bon voyage les amis, merci les amis. Aujourd'hui à l'émission, je rencontre Simon Fournier, qui est un des porte-parole du mouvement Action Liberté pour le KRTB. Salut Simon. Bonjour. Ça va bien? Ah, super bien. On se rencontre aujourd'hui parce qu'il y a un mouvement de liberté, comme le nom de votre organisation le dit, dans le KRTB. Peux-tu me parler d'abord de votre organisation? Bien, merci de votre invitation. Je suis content d'être ici pour parler du mouvement Action Liberté qui a fait apparition dans les dernières semaines. C'est une idée de concitoyens à force d'avoir des discussions à distance sur Zoom parce que les rassemblements ne sont pas permis, qu'on se questionnait à se dire, est-ce que je suis tout seul à me poser la question, c'est quoi qui se passe présentement? Où qu'on s'en va? On a-tu le droit d'en parler? Première des choses qu'on s'est posé la question, bien, je pense qu'en citoyen, on a encore le droit de jaser ensemble. Et l'idée qui est venue à travers de ça, c'est je ne suis pas tout seul. Donc, ça fait tellement du bien de pouvoir se rassembler dans un comité, de jaser, de discuter. Et c'est là que ça a pris forme, dans le fond, de vouloir poser des actions pacifiques, rassembler les gens, sortir les gens de l'isolement, parce qu'on est rendu à plus de 2 ans, ou presque, de pandémie, de mesures sanitaires. On n'est pas nécessairement des scientifiques, on n'est peut-être pas nécessairement tous des professionnels dans le domaine de la santé, mais on est tous des citoyens du Québec, on est tous des humains qui ont une vie personnelle, une vie privée, professionnelle, soit des commerces, soit des clubs de sport. Et puis, on voit les impacts à chaque jour, à chaque jour. Et on a été appelé à ne pas critiquer, à ne pas se poser toujours la réflexion à dire est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction? Donc, à partir de là, on s'est réunis un peu partout au Québec parce que ça partit dans le KRTB sur la forme d'Action Liberté Québec, mais beaucoup de groupes à travers le Québec se sont réunis en même temps parce qu'il y avait déjà des groupes qui s'organisaient dans leur région. Donc, Action Liberté collabore avec la Rive-Sud de Montréal, collabore avec les Laurentides, avec les groupes avec une autre appellation que la nôtre dans la région de Sherbrooke. Il y a le Saguenay qui s'installe. Il y a des gens de Rimouski qui nous appellent pour essayer de joindre nos actions pour échanger, partager, se faire du bien aussi. Et donc, on veut poser des actions concrètes, toujours de manière pacifique, pour dire qu'on peut faire partie de la solution. Depuis le début des mesures sanitaires, on a toutes nos propres évaluations à faire. Et puis, on croit fermement qu'on peut avoir un débat d'idées. On peut faire partie de la solution. Tout dépend de l'approche. Et nous, on veut le faire dans le respect des choses parce qu'on croit à ça. On croit à ça dans notre société aujourd'hui, encore aujourd'hui, de pouvoir échanger, même si on a des opinions différentes. Est-ce que ça sera des solutions à court terme, à moyen terme, à long terme? Non, mais si on peut entamer l'ouverture de la discussion, bien, ça sera déjà un pas vers la reconstruction de cette société. Parce qu'à la fin, il va falloir tout le monde. D'où notre slogan « Rassembler sans diviser ». Vos actions se portent de quelle manière? Premièrement, on est vraiment au début du mouvement, du rassemblement, des échanges d'idées. On consulte les gens qui se sont regroupés sur la plateforme Facebook Action Liberté et sur la page, sur Instagram aussi. On communique aussi avec les autres régions pour faire des actions
simultanément ensemble. OK. Et pour la première étape, ça va être le 30 janvier. Ça va être pour le secteur KRTB. Ça va être une marche pacifique dans la ville de Rivière-du-Loup avec des interventions vocales, des gens qui vont vouloir s'exprimer. Et juste pour dire que ces gens veulent faire partie de la solution, veulent trouver des solutions, puis ils veulent dire que même s'il y a des divergences, on n'a pas nécessairement d'accusation à faire. Il y a des faits, par exemple, qui sont arrivés, qu'on peut remettre en question. Oui, il y a de la colère qu'on a besoin d'exprimer. On est des êtres humains, bien sûr. Mais on veut quand même que les choses changent dans le bon sens des choses, dans le respect des droits puis des gens. C'est simple. Donc, on commence le dimanche, le 30 janvier, dans le secteur du KRTB avec une marche qui va avoir lieu à partir de 13 h, le rassemblement à l'Hôtel de Ville de Rivière-du-Loup. Nous allons monter la rue La Fontaine, la rue du centre-ville de Rivière-du-Loup avec les commerces, en soutien aux commerces qui ont été gravement touchés parce qu'on voit des fermetures de commerce. Donc, quand on voit des fermetures de commerce, je n'ai pas le choix d'employer ce qualificatif que c'est grave, la situation. Et puis, pour les encourager, mais aussi souligner qu'on veut redonner aussi la liberté aux jeunes de pouvoir vivre leur jeunesse, de pouvoir trouver des solutions, engager un discours de comment on peut redonner sport à nos jeunes, les activités qui les font grandir, qui veulent leur donner le goût de s'intégrer dans la société future, puis bâtir le Québec de demain, la société de demain. Présentement, nous pouvons constater, chacun d'entre nous, dans ce regroupement, les impacts de la mesure. Moi, je suis du domaine scolaire, je ne me cache pas, je suis du domaine scolaire. Je vois les impacts. Est-ce que je critique le domaine scolaire? Pas du tout. Est-ce que je critique le gouvernement avec ces mesures? Non. Mais je suis quand même en train de dire qu'il faudrait s'arrêter, regarder les choses avant qu'ils empirent. Parce qu'il y a déjà des situations qui sont déjà très graves dans nos écoles. Puis que ce soit moi qui le dise ou d'autres personnes, c'est quand même une réalité. Mm-hmm. Mais on est là pour travailler. On n'abandonne pas. On veut faire partie de la solution puis dire... On veut redonner ça aussi aux jeunes. On veut que les gens soient capables de se rassembler sans se diviser, de se respecter, d'être capables d'avoir un discours d'espoir aussi. Alors, c'est toutes des actions qu'on veut apporter. On veut aussi apporter des informations parce qu'on a des collaborateurs professionnels, on a des avocats, on a des médecins qui se joignent anonymement à notre groupe parce qu'ils ont peur d'avoir peut-être un impact dans leur domaine, là, des représailles, mais on respecte ça aussi, mais ils ont le droit de parler eux aussi. Donc, ils veulent participer au contenu de l'information avec des informations, des faits véridiques dans leur domaine. Moi, je ne peux pas parler comme un médecin, je ne peux pas donner de l'information juridique, c'est pas ma profession, puis je respecte ces professions-là. Mais il y a des gens dans ces domaines-là qui ont le droit de parler, qui veulent parler aussi, mais que présentement, ils joignent notre mouvement pour pouvoir s'exprimer et partager de l'information qu'ils veulent partager aux autres sans se faire brimer. Depuis pratiquement 2 ans, ces mesures-là, c'est prouvé socialement dans divers organismes régionaux, ça a un impact sur la santé mentale des gens. J'aimerais ça t'entendre sur ça. La santé mentale des gens, c'est... avoir des questions sans réponse. On aimerait avoir un petit peu plus de réponses. On aimerait que ces réponses-là soient reformulées, qu'ils prennent le temps, si c'est des informations qu'on doit comprendre, de trouver la manière d'aller rejoindre ces gens-là. Parce que la vérité absolue n'existe pas. Et moi ici, si je suis ici ce soir, c'est pas pour dire que j'ai pleine connaissance de tout et que j'ai la vérité absolue. Par contre, il y a quand même une base dans la vie que j'ai appris que si je ne comprends pas quelque chose, je dois poser une question. Et si je ne comprends pas la réponse, je dois demander une reformulation. Et c'est cette coupure qu'il y a eu. Ça a causé des manques à beaucoup de gens, de l'incompréhension, de la frustration, des rechutes de consommation, des comportements violents qui étaient déjà présents, qui ont augmenté.
parce que les mesures étaient pour eux là, présentes, en voulant dire on doit rester à la maison, s'isoler, mais OK, ces gens-là, comment ils vont chercher de l'aide, sauf que ça a augmenté ces situations-là. Il y a eu une fracture aussi dans le discours parce que tout le monde s'est mis à remettre en question, à ne pas comprendre. Donc oui, il y a eu un effet sur la santé mentale. Et même, je vous dirais que les mesures de confinement qui ont toujours été dites des mesures exceptionnelles, puis qu'on ne connaissait pas l'impact que ça allait faire à court ou moyen terme sur une société, bien, je crois qu'au Québec, si je ne me trompe pas, on a été ceux qui ont appliqué les mesures exceptionnelles le plus longtemps. On est encore en état d'urgence. Donc, on n'est même pas encore au moment de faire le bilan, mais on est déjà en train de considérer que les organismes, la boîte téléphonique déborde d'appels, que les hôpitaux en santé mentale ils ont beaucoup plus de cas, que dans les écoles, le décrochage scolaire a augmenté, que le taux de suicide a augmenté. Donc, c'est tout relié à la santé mentale, ces choses-là. Donc, on le voit, on le perçoit. Donc, oui, les mesures sanitaires, bien qu'ils sont nécessaires, ont eu quand même un effet négatif sur cette société, dont la santé mentale. On disait hors d'onde que ces mesures-là, cette façon de procéder-là, depuis 22 mois, ont amené des divisions. Au-delà de la santé mentale, ça apporte des divisions dans différentes sphères de la société. Peux-tu me parler de ce qu'on disait tantôt hors d'onde? Oui, bien sûr. Je vous dirais que les divisions ont commencé avec le début de la pandémie, avec les gens qui croyaient à la pandémie, les gens qui ne croyaient pas à la pandémie. Puis encore aujourd'hui, on est encore dans cette dualité-là. Je ne rentre pas dans les chiffres, je ne rentre pas dans le pourcentage, mais c'est un fait. Tout le monde est d'accord avec moi. Il y a une dualité. Par la suite, on a essayé de trouver des causes à effet. Pourquoi nous sommes encore en mesure sanitaire? Et là, ça a commencé par dire, c'est les jeunes qui ne respectent pas les mesures versus les personnes âgées qui, à la première vague, si vous vous rappelez, devaient rester à la maison puis demander à un membre de la famille pour aller faire leur épicerie. Et là, il y a eu une division, déjà là, de se dire, ben là, moi, pourquoi je ne peux pas sortir? Puis les jeunes, eux autres, ils ne respectent pas les mesures. Donc, deux générations se sont attaquées. On a déjà créé une division. Par la suite, ça a été l'été. Les gens entre les régions qui voyageaient. On a recréé des coupables. C'est les voyageurs. Après ça, ça a été les bars. Après ça, ça a été... Vous avez tout l'historique des divisions. Et ça a venu jusqu'au point d'avoir des divisions dans nos familles respectives. Des familles sont vraiment divisées. Des frères et sœurs ne parlent plus aujourd'hui parce qu'ils ont des positions complètement opposées. Il y a des couples qui se sont divisés aussi. Tout ça parce qu'on partage des opinions différentes. Et dans le mouvement Action Liberté, c'est rassembler sans diviser. Ça veut dire, est-ce qu'on est capable d'établir une discussion? Mais, comme je vous dis, cette discussion-là, on l'attend encore. On ne l'a pas encore eu. On l'a demandé. Certains gens l'ont demandé. Et nous, c'est ce qu'on demande pour pouvoir aller de l'avant aussi. Donc, oui, il y a eu des divisions dans le niveau professionnel. Et encore une fois, il y a des collègues qui ne parlent plus à des collègues. Il y a des amis qui ne voient plus des amis parce que les parents ont des différentes opinions là-dessus. Oui, c'est important le respect, mais l'isolement se fait sentir. Il y a des gens qui se sont retrouvés isolés et c'est ça qui est dommage parce que l'être humain est fait pour vivre ensemble. Ça, c'est dans la nature, c'est dans la génétique. On parle de l'âme humaine. On est fait pour avoir des contacts sociaux. On est fait pour se toucher. On a grandi là-dedans. Et du jour au lendemain, il y a eu une coupure. Et sans explication, ben oui, avec des explications sur l'urgence et le virus, c'est normal. Mais après ça, est-ce que ça veut dire que notre fort intérieur disparaît? Est-ce que la chaleur humaine disparaît? Elle existe encore. Elle est encore là, puis c'est ça qui est heureux, puis c'est ça qu'on veut sauver encore.
Puis si on veut aller dans la même direction, si on dit on veut retrouver une vie plus normale, il ne faut pas oublier d'où on vient non plus. Donc, c'est ça que les mesures ont fait que des gens ont resté isolés. Moi, je connais des personnes près de moi que ça fait à peu près 1 an qu'ils n'ont pas eu de visite, qui n'ont pas vu de grand monde parce qu'ils viennent d'une région plus isolée du Québec. Et déjà là, ils ne rencontraient pas beaucoup de monde. Mais avec les mesures, il n'y a plus de voisinage. Fait qu'eux autres, ils souffrent beaucoup d'isolement, puis c'était peut-être pas ça qu'ils avaient espéré comme retraite. Et, alors moi, je trouve ça très triste pour ces gens-là. Je trouve ça aussi triste pour les gens qui, justement, avaient des moyens de socialisation pour essayer de sortir de leurs problèmes socio-culturels et économiques, de se rassembler. Là, il y a des personnes qui ont été obligées de passer des mois ou des semaines dans leur appartement sans pouvoir avoir un contact. Ces gens-là, on les a oubliés. Puis je pense qu'ils font aussi partie de notre société, puis il faut sauver toutes les vies, selon moi. Puis je pense que je vais rallier beaucoup de gens en disant que toutes les vies sont importantes. Les personnes vulnérables, comme les personnes qui ont des problèmes, des difficultés socio-culturelles, économiques dans la vie, les jeunes, tout le monde, il faut tous se mettre ensemble. Encore une fois, rassembler sans diviser. Et là, c'est pour ça. C'est vraiment pour ça qu'on fait ce mouvement-là. Puis, dès le départ, on a senti les gens faire comme « Ouf, je suis pas tout seul à me sentir tout seul. Merci d'exister, du moins de communiquer ensemble. Si on a juste réussi à faire ça, bien, tant mieux, on s'est fait du bien. On s'est fait du bien, on a créé un espoir que on veut aller dans la bonne direction. Puis, comme je vous disais, on n'est pas un groupe hostile, on n'est pas un groupe marginal, on est juste des gens qui ont une divergence d'opinion, des questions, des solutions peut-être à proposer, qu'on veut faire ça avec tout le monde, ensemble, de la bonne manière. Et c'est simplement ça, de manière pacifique, dans l'amour, dans le respect. Comment est-ce que les gens peuvent contacter Action Liberté? Sur les groupes, la page Facebook Action Liberté 2022, sur le groupe Facebook Action Liberté 2022, sur Instagram, encore une fois, Action Liberté 2022. Et c'est pas juste pour le secteur du KRTB, c'est pour tous les gens du Québec, parce que c'est tous les groupes qui se rattachent à ça. On communique ensemble pour avoir des idées d'action, encore une fois, qui respectent les valeurs des gens, qui respectent les règles, qui respectent la société et l'inquiétude des gens aussi, mais qui veut quand même faire un pas en avant pour dire « Nous sommes là, si tu te sens isolé, si tu veux avoir le goût de participer à l'échange, si tu veux faire avancer les choses, bien, c'est tout le monde ensemble qu'on va réussir à le faire. Donc, on accueille tout le monde, on juge personne, que c'est pas un débat vacciné ou pas vacciné. C'est vraiment sur les mesures sanitaires et l'état d'urgence qu'on veut essayer de dire où qu'on s'en va là-dedans. Et on demande au gouvernement de nous entendre, puis de nous répondre pour entamer une communication. Et puis, voilà, ça va être un partage d'idées. C'est sûr que le passeport vaccinal forme une discrimination. On parlait tantôt de division. C'est sûr que ça crée une nouvelle classe de société. C'est sûr que la vaccination obligatoire, ça brime certaines choses, de certains droits. C'est sûr que ça crée une autre division. Est-ce qu'il y a une manière de faire? C'est en se parlant qu'on va trouver des solutions. C'est en se parlant qu'on va trouver des solutions. Puis on est très à l'écoute. Puis on a beaucoup de choses à dire. Donc, ça devrait être une belle échange ce dimanche pour la première manifestation. Mais pour la suite, il va y avoir d'autres actions aussi pour continuer l'échange puis pouvoir continuer vers l'avant. En terminant, vous m'avez dit hors d'onde que vous seriez présent lors du mouvement de convoi pour de la liberté ce vendredi à Rivière-du-Loup. Oui. J'aimerais juste vous entendre brièvement. Qu'est-ce que vous auriez à me dire sur ce sujet-là? Bien, moi, l'information, comme un petit peu tout le monde, c'est pas notre mouvement, bien, le mouvement des gens qui se rassemblent dimanche de manière volontaire, libre et paisible et volontaire. Mais par contre, l'information que je sais qu'ils arrivent ce soir du côté de Saint-Antonin et vont partir vers 6h30, 7h demain matin. Donc, des supporters vont aller
les supporter à différents viaducs. C'est sûr il y a des gens qui ont ciblé Notre-Dame du Portage, mais il y en a à la Pocatière un peu partout au Québec. Puis c'est un mouvement national. Puis on entend que ça se développe aussi du côté de l'Australie et de l'Europe. Donc, on n'est pas à l'écart là-dedans. Qu'est-ce que je pourrais dire là-dedans? Ben, c'est encore une fois un moyen d'aller chercher une reconnaissance, de dire qu'il y a des gens qui voudraient s'exprimer, de dire il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu d'échange, on est dans une démocratie, il y a des droits, il y a des chartes, il y a des choses qui ont été votées depuis des années et des années. Et là, on est tombé dans une crise mondiale, une pandémie. On en est tous conscients, on en est tous conscients. Mais dans la solution, il y a des gens qui ont été mis sur le banc. Puis, si je peux me permettre une métaphore, c'est comme l'impression, en prolongation d'un championnat de hockey, tu te dis, moi, je serais capable d'aller marquer le but pour l'équipe, mais tu es cloué au banc. Ben, je pense que les camionneurs ont décidé de dire, là, on fait peut-être partie de la solution, puis je pense que les gens ont juste librement voulu les encourager, leur supporter, parce qu'ils vivent la réalité des mesures. Donc, c'est normal de vouloir supporter des gens qui veulent essayer de trouver des solutions. Est-ce que c'est la meilleure solution? Ça, c'est une liberté personnelle de réfléchir à ça. On verra qu'est-ce que ça donnera. Il y a des gens qui décident de supporter, d'autres non, mais ils vont passer à 7 h demain matin. Moi, j'y serai pour saluer leur courage, parce que ça prend aussi du courage. Ça prend aussi du courage. Puis quand tu as du courage de vouloir t'exprimer, ben je pense que dans une liberté d'expression encore courante dans notre nation, ben je vais aller leur témoigner mon sport et le respect. Et le mouvement aussi, beaucoup de gens qui partagent cette opinion-là vont être là. Merci. Bienvenue. Simon Fournier, vous êtes, je rappelle, porte-parole, un des porte-paroles porte-paroles du mouvement Action Liberté du KRTB. Merci beaucoup. Bonne soirée. Si parmi vous, il y a des gens qui souhaiteraient prendre parole également, comme M. Fournier, à la télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays, 418-851-4000 ou contactez-nous sur tcbh.tv. J'espère que vous avez apprécié cette entrevue sans coupure, sans montage, que du vrai. Maintenant, on s'en va voir l'entrevue que j'ai pu avoir avec Julie Jalbert, qui est directrice générale au Centre de prévention suicide du KRTB, pour nous parler de la Semaine nationale de la prévention du suicide. À l'émission, on est rendu avec Julie Jalbert, qui est à la direction du Centre de prévention suicide du KRTB, pour nous parler de la 32e Semaine nationale de prévention suicide. Bonjour Julie, ça va bien? Bonjour, oui, et toi? Bien sûr. Donc, c'est la 32e Semaine nationale de la prévention du suicide. Peux-tu m'en parler tout d'abord? Ça consiste en quoi cette semaine-là? Bien, cette semaine-là, c'est pour faire un petit clin d'œil au moment un peu plus difficile pour les gens de la communauté. C'est quelque chose qui est quand même transparent au niveau du Québec, là, qu'on a remarqué que cette période-ci est un peu plus difficile. Donc, on a décidé, il y a 32 semaines, 32 années, d'instaurer cette semaine-là pour faire un petit clin d'œil qui existe des ressources pour nous aider à passer à travers cette période-là. Et ça se passe quand? Ça se passe toujours la première semaine de février. Donc, ça va être cette année du 31 janvier au 5 février. Puis dans cette semaine-là, on en profite là, pour se faire connaître davantage là, avec plusieurs activités, des sensibilisations, des rencontres de groupe. Fait qu'on est très, très, très actifs. Tu parles de rencontres de groupe. Quel type d'activités, justement, sont organisées durant la semaine? Je sais qu'il y a un rallye là, qui est organisé là, dans les 4 MRC. Oui, tout à fait. Étant donné que le Centre de prévention suicide du KRTB couvre les 4 MRC, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et les Basques, on a tenté de rejoindre chacune des populations. Donc, on a instauré cette année, puis avec la pandémie, bien sûr que c'était pas évident, on s'est réinventé encore une fois. Donc, on a décidé de créer un rallye dans chacune des MRC.
Donc, on a la Pocatière, Rivière-du-Loup, Témiscouata sur le lac et Trois-Pistoles. C'est quelque chose qui est très simple à faire. C'est un défi qui est à faire en famille et qui sera possible de faire pendant toute la semaine. Si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser, là, c'est sûr qu'il y a des frais de 10 là, pour remettre à la cause la prévention du suicide, mais le but, quand vous avez terminé le rallye, vous nous retournez le tout, puis il va y avoir un prix de présence qui va être tiré parmi tous les participants des MRC. Puis le rallye, qu'est-ce qu'on y retrouve dans le rallye? Des questions sur la prévention du suicide? Comment ça fonctionne? Même pas. C'est des questions de manière générale qui se retrouvent sur une rue principale qui se fait entre 30 minutes et 45 minutes. Là. C'est quelque chose de simple qui se fait en famille puis qui vraiment peut convenir à tout âge. Là. OK. Et je sais que durant cette semaine-là, il y a un élément qui est majeur qui est mis de l'avant, c'est de se faire une trousse réconfort personnelle. Oui. En fait, cette trousse de réconfort-là est venue du fait qu'on réfléchissait beaucoup à qu'est-ce qui pouvait nous faire du bien. Puis on est venu à la conclusion que, tu sais, tout le monde chez nous, on a une trousse de premiers soins pour nous aider dans nos soigner ou faire des traitements dans nos blessures physiques, mais on n'avait rien côté psychologique. Fait que cette année, on va et on demande aux gens de la population de créer leur propre boîte de réconfort. Fait que dans cette boîte-là, on demande à ce que les gens rassemblent toutes des choses qui leur font du bien. Que ce soit un livre, une doudou, un chocolat, un film, peu importe, des choses qui nous apportent un réconfort. Fait que cette boîte-là va toujours être utile quand on aura une journée un peu plus maussade, où ça n'aura pas bien été, ou qu'on ne se sent pas bien, de se référer à cette boîte-là pour nous donner un petit réconfort face à la difficulté à laquelle on vit. Fait que c'est un mouvement qu'on veut créer dans cette semaine-là pour que les gens puissent y participer. Puis on invite aussi les gens à nous les partager sur notre page Facebook. Tous ceux qui ça leur tente de partager leur boîte de réconfort. Ça va être super intéressant à voir et peut-être donner aussi des outils pour d'autres personnes. Mm-hmm. La prévention du suicide, oui, c'est une semaine nationale là, qui est organisée pour ça, mais c'est à l'année qu'il faut faire de la prévention. Peux-tu me parler de la mission de votre organisme? Bien, en fait, nous, on a 3 volets. On a un volet prévention, on a un volet intervention et on a un volet postvention. Dans le volet prévention, bien, on parle de formation qui est offerte à la population, aux intervenants de première ligne, des entreprises, des sensibilisations. C'est des choses qu'on s'adapte assez facilement à la demande. Pour ce qui est de l'intervention, bien, les gens peuvent soit venir nous voir, soit ça se fait par téléphone. Et il y a aussi, évidemment, qu'on a développé le côté Zoom ou Team, là, tout dépendamment des gens. Fait que ça, c'est un suivi qui est variable, qui n'est pas obligatoire. On y va selon les besoins de la personne. Nous, on est là pour outiller la personne à développer une certaine... développer des outils pour les aider à passer à travers leurs idées suicidaires. Parce que souvent, c'est poser le geste du suicide, c'est un geste qui est permanent versus aux préoccupations à laquelle on peut vivre qui sont souvent temporaires. Donc, on essaie d'outiller le plus possible. Ça, c'est quelque chose qu'on fait assez fréquemment, là, ces rencontres-là. Et sinon, quand on parle de postvention, mais on parle de décès par suicide, où on est là pour aller gérer la crise et soutenir aussi les personnes qui ont perdu un proche. Les aider à comprendre aussi, travailler la culpabilité avec eux et tout ça. Puis nos services s'adressent autant aux proches qui ont des idées suicidaires, autant aux personnes qui ont des idées suicidaires et autant aussi aux personnes qui sont endeuillées par suicide. Donc, si c'est ça, si je comprends bien, là, c'est pas juste parce que dans votre nom, il y a prévention du suicide du KRTB que c'est avant qu'il y ait un acte, c'est aussi après, justement, pour apporter un réconfort. Oui, tout à fait. Parce qu'on se pose énormément de questions quand un tel geste est posé. OK. Puis il y a combien d'intervenants qui travaillent chez vous? Là, présentement, on est 4 intervenants à temps plein. Puis on manque pas de travail. Malgré les demandes qui fluctuent à chaque année, on a toujours la préoccupation de ne pas avoir de liste d'attente.
Fait qu'on est là, aussitôt qu'il y a une demande qui rentre, la demande est aussi répondue automatiquement. OK. Et les gens peuvent vous contacter de quelle manière? Ben, idéalement, c'est par téléphone, là, au 88-862-9658. On est aussi, si jamais vous êtes inquiet pour quelqu'un, vous pouvez appeler. Nos services sont confidentiels, donc il ne faut pas se gêner. Nous, on va s'occuper de relancer la personne sans problème, là, puis on va lui offrir tout le support dont il a besoin, là. Puis si c'est vraiment la personne qui a des idées suicidaires et qui a des besoins, ben il n'y a aucun problème, on va y répondre immédiatement aussi, là. Merci beaucoup. Julie Jalbert, qui est à la direction du Centre de prévention suicide du KRTB. C'était très intéressant comme entrevue. Merci. Ça me fait plaisir. On s'en va prendre une pause publicitaire et au retour, je vous présente une entrevue que j'ai pu avoir avec Geneviève Royer, qui est agente de développement à la table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent, qui fait partie, bien entendu, de la table de concertation des groupes de femmes du Québec. Au Québec, ce sont nos véhicules à essence qui émettent le plus de gaz à effet de serre. Heureusement, il y a des solutions. Bon, on va faire un bout, hein? À bientôt! Ça regarde vraiment bien. C'est clair. En tout cas, il faut que je fasse un bout, moi. OK, bonne soirée. Toi aussi? On y va? On va faire un bout, nous autres. Salut. Si on fait tous un bout en repensant nos habitudes de transport, on lutte efficacement contre les changements climatiques. Bien, moi, c'était quand j'étais jeune. Mon mari et moi, nous avions une boutique. J'avais un plaisir fou à voir les enfants apprendre à mon amoureux à parler français. Magasiner en français, un jeu d'enfant. Au Québec, on travaille fort pour que nos transports fonctionnent avec notre énergie propre. Car non seulement c'est bon pour l'environnement, mais ça fait rouler notre économie en créant de l'emploi pour Robert. Oui, monsieur. Et ça permet aussi de soutenir des entreprises innovantes, comme celle des Sœurs Chang. Merci. Et ça aide au développement des régions en faisant travailler Alain. Et Alain Junior. Quoi? Je travaille, moi? Dans une quinzaine d'années, mon homme. Pfiou! L'électrification des transports, c'est bénéfique pour nous tous. Moi, c'est quand j'ai rencontré ma belle à la boutique de chocolat. Elle m'a raconté qu'elle était venue ici dans notre pays avec sa famille pour pouvoir vivre en français. C'était une si belle histoire. Magasiner en français, un jeu d'enfant. On a demandé à Théo, 8 ans, et Adrien, 6 ans, quels sont leurs plus beaux souvenirs de magasinage avec leurs parents. Nous, c'est quand on va à la balade des douceurs et que Michel et Madame Antoinette nous font visiter la boulangerie et nous font goûter à leur création. Une fois, elle m'a raconté pourquoi elle a décidé de choisir le Québec pour s'y établir. Pour nous, c'est des moments magiques. Magasiner en français, un jeu d'enfant. Aujourd'hui à l'émission, je rencontre Geneviève Royer, qui est agente de développement pour la table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent, qui est membre finalement de la table de concertation des groupes de femmes du Québec. Bonjour, Mme Royer. Bonjour. Ça va bien? Vous allez bien? Ben oui, merci beaucoup.
On passe en entrevue aujourd'hui, dans le fond, on se rend compte parce que la table de concertation des groupes de femmes du Québec a envoyé une lettre d'opinion au premier ministre François Legault là, concernant les droits des femmes à la santé, parce que c'est en jeu. Pouvez-vous m'en parler un peu de cette lettre-là, tout d'abord? Oui, en fait, c'est le réseau des tables régionales des groupes de femmes du Québec qui envoie cette lettre-là au gouvernement Legault. En fait, c'est un regroupement de toutes les tables de concertation régionales qui existent au Québec. Toutes les régions sont représentées. Ce qu'on dénonce finalement, c'est que c'est l'accès aux soins qui est plus difficile et ardu pour les femmes au Québec. Donc, ce qu'on demande, c'est un accès, c'est que toutes les femmes aient rapidement un accès réel à des services sociaux de santé publique gratuits, universels et de qualité sur l'ensemble du territoire québécois. Et l'accessibilité, vous me donnez un exemple là, de qu'est-ce qui est pas équitable, disons? Par exemple, si on pense aux femmes qui ont un handicap, qui seraient en fauteuil roulant, pour avoir une mammographie, ils n'auront pas d'appareil adapté, donc c'est impossible d'avoir une mammographie avec les appareils actuels dans beaucoup d'endroits. Sinon, il y a au niveau de la santé mentale, il y a beaucoup de femmes qui sont marginalisées et qui vont se faire remettre sur le dos peut-être une condition de santé mentale pour une situation de violence conjugale qui est vécue. Alors que c'est tout interrelié. Il y a aussi le fait que les proches aidantes, souvent c'est des femmes, majoritairement des femmes. Le réseau n'en prend peu soin de ces femmes-là qui sont proches aidantes, qui sont pas juste proches aidantes, mais qui sont aussi des mères qui ont des enjeux au niveau des garderies. On connaît la réalité au niveau des services de garde actuellement. Donc, il y a ces enjeux-là. Les enjeux sont multiples et touchent particulièrement les femmes qui sont aussi des travailleuses, qui sont surreprésentées dans les métiers de soins. Donc, on connaît les enjeux actuellement au niveau du système de la santé. Donc, voilà. Et au Bas-Saint-Laurent, la situation a l'air de quoi? Au Bas-Saint-Laurent, moi, j'ai été engagée comme agente de développement sur le plan d'action santé bien-être des femmes. On a sondé, on est allé consulter finalement sur le territoire environ 55 organismes partout au Bas-Saint-Laurent. Et c'est assez généralisé. En fait, ce qu'on dénonce, c'est il y a beaucoup d'enjeux. Bon, je parlais des proches aidantes. Ça fait partie des enjeux. Les professionnels de santé qui sont des femmes majoritairement. Il y a beaucoup de préjugés qui sont véhiculés par rapport aux personnes qui vivent des problèmes de santé mentale, les femmes qui seraient racisées, les femmes autochtones. En fait, toutes celles qui sont marginalisées, qui représentent quand même une bonne partie de la population, là. Donc, c'est ça. Il y a plusieurs enjeux au niveau de l'hébergement. Il n'y a pas d'hébergement femmes. Il y a de l'hébergement en violence, et ça, oui. Par contre, les femmes qui seraient multi-prouvées, qui ne vivent pas nécessairement actuellement de violence conjugale, il n'y a rien pour eux autres là, actuellement. Ce que je viens d'apprendre à l'instant aussi, c'est qu'il y a dans la Métis, il y a la Maison de l'Espoir. Puis là, ils prennent une pause, il manque de personnel, ils prennent une pause pendant 1 mois. C'était le seul hébergement mixte. Il y en a peut-être un autre plus à l'ouest, là, mais donc ça a un impact réel, tout ce qui se passe actuellement au niveau de la main-d'œuvre, au niveau de la rétention de personnel aussi. Il y a peu d'efforts qui sont faits pour faire de la rétention de personnel. Il y a beaucoup d'efforts qui sont déployés pour attirer des nouveaux employés dans le réseau. Mais les conditions, celles qui sont là présentement, sont pas optimales pour conserver, pour qu'ils conservent leur emploi. Donc, problème de pauvreté peuvent s'en découler. Les enjeux sont vraiment multiples. Et là, actuellement, on a fait notre consultation, puis on est en train de dresser le portrait. Ça fait que c'est pas finalisé, c'est un travail en cours et c'est un gros travail.
Vous parlez de la Métis, justement, là, qu'il y a une problématique à ce niveau-là là, avec la maison d'hébergement. Est-ce que vous voyez, dans le fond, le portrait global là, au niveau bas-laurentien, vu que vous êtes agent de développement? Est-ce qu'il y a une MRC dans le Bas-Saint-Laurent qui est plus problématique qu'une autre, que justement que les enjeux sont plus problématiques? On y a été vraiment de façon plus globale. C'est certain que c'est un grand territoire. Donc, la centralisation, c'est un autre problème. Ça, au niveau, j'ai pas nommé tantôt, mais au niveau de la vie reproductive, les futures mamans, celles qui sont plus éloignées, des fois, il faut qu'ils fassent 1 heure de route pour avoir une simple échographie à cause des ruptures de service en obstétrique, je pense à Matane. Mais je peux pas dire qu'il y a plus une région qu'une autre au Bas-Saint-Laurent. C'est assez généralisé. Mais peut-être celles qui sont plus rurales, qui sont moins centralisées, auraient moins de services. OK. Ce réseau plutôt de tables de concertation des groupes de femmes, j'imagine que c'est parti d'un élément déclencheur par le passé. Ça fait combien d'années que ça existe, le réseau des tables? Le réseau existe depuis 2001, donc ça fait quand même un moment. Moi, je suis toute neuve à la table, donc c'est ça. Donc, ce que je peux dire de l'historique, c'est qu'il y a eu pendant un bon moment des promesses de faire un plan d'action santé bien-être des femmes. Ça a pris du temps. Il a fallu faire des revendications pour finalement voir ce plan d'action-là qui a été lancé en décembre 2020. Puis, ce que je peux vous dire à ce propos-là, c'est que, en fait, ce plan d'action-là, étant donné qu'il est ministériel, ben, on n'est pas nécessairement dans tous les déterminants de la santé et qui sont vastes. C'est ça, c'est qu'il va falloir penser un petit peu plus large parce que le système de la santé et des services sociaux, c'est pas juste les hôpitaux, c'est pas juste les infirmières, c'est tous les organismes communautaires aussi, c'est tous les services à la population finalement qui pourraient aider, mais c'est aussi d'avoir des transports abordables, accessibles, parce que l'alphabétisation, c'en est un enjeu aussi. C'est pas toutes qui sont capables de lire un plan d'autobus de façon facile si c'est compliqué. Il faut avoir un niveau cognitif pour être capable de lire des capacités cognitives pour lire les plans d'autobus. Donc, il y a ça. Il y a aussi pour les femmes aînées qui n'y a pas d'abribus nécessairement aux endroits où il y a du transport. Mais puis ça, il n'y en a pas partout du transport. Fait que c'est sûr qu'il y a vraiment beaucoup d'enjeux. Comment est-ce que la population peut appuyer le réseau des tables de concertation avec la lettre que votre regroupement a envoyée au premier ministre? En fait, je pense que la population pourrait être à l'affût de ce qui se passe. Nous, actuellement, c'est ça, on a fait la consultation au Bas-Saint-Laurent. On voit les enjeux, on voit où est-ce qu'il faut travailler. Là, c'est à suivre. Il reste une rencontre de partenaires à faire pour voir comment on peut faire des changements, tout ça. Mais c'est pour l'instant, la population, j'ai l'impression que on est un petit peu tenu en otage par ben des conditions qui nous tiennent un peu liés. Mais c'est d'être à l'affût, c'est de participer. S'il y a des mobilisations qui s'en viennent, je donne pas de scoop, là, mais il y en aura assurément qui vont être créées dans l'avenir par différents groupes, pas juste nous. C'est ça, je pense que la population devrait être à l'affût, dénoncer, ne pas rester seule, aller vers les services, continuer à aller vers les services, même si on parle d'enjeux d'accessibilité, ben faut les dénoncer, faut demander de l'aide, faut continuer à demander de l'aide, faut pas rester isolé avec ce qu'on vit, ça c'est sûr. Puis appuyer ce qui se passe comme démarche, dénoncer ça auprès des instances. Là. OK.
Si les gens veulent vous rejoindre ou suivre justement là, les publications ou les mouvements que la table de concertation font, de quelle manière est-ce qu'ils peuvent le faire? On a une page Facebook, mais sinon, ça serait de se référer à leurs organismes qui vont pouvoir nous faire des liens. Fait que c'est ça, nous, étant donné qu'on est un organisme de défense de droits, on travaille vraiment avec nos groupes membres. Puis, c'est eux autres qui peuvent être le liant, si jamais ils ont besoin d'aide, les personnes, les femmes, qui consultent leur organisme. Puis, on va, s'il y avait des choses à dire spécifiquement à la table de concertation, c'est ça, on mettra les coordonnées. Justement. Geneviève Royer, vous êtes agente de développement pour la table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié cette entrevue qui traite des droits des femmes à la santé, en particulier au Bas-Saint-Laurent. Maintenant, on s'en va voir l'entrevue que j'ai pu avoir avec Kyliane Gay, qui est intervenante à la promotion et à la prévention chez Santé mentale Québec Bas-Saint-Laurent. À l'émission, aujourd'hui, c'est au tour de Kyliane Gay, qui est intervenante à la promotion et prévention chez Santé mentale Québec Bas-Saint-Laurent. Bonjour Kyliane, ça va bien? Bonjour, ça va bien, merci. Aujourd'hui, on va parler de santé mentale, mais on va parler également de milieu de travail. Il y a des solutions, il y a eu des problématiques au niveau de la santé mentale dans les 2 dernières années, bien entendu à cause de la pandémie, de façon générale aussi, mais dans le milieu de travail, c'est assez critique, là, qu'est-ce qui est à voir. Peux-tu m'en parler un peu? Oui, en fait, là, ce qui arrive, c'est qu'on sait que la pandémie s'étire depuis maintenant 22 mois quand même. Alors, ce qu'on remarque beaucoup, c'est que les travailleurs sont fatigués. Les travailleurs vivent beaucoup de stress, ont peu de reconnaissance aussi au travail. On pense vraiment que les gens auraient avantage à s'offrir un petit peu plus d'autocompassion, de bienveillance aussi là, entre les collègues. Donc, on parle vraiment d'une fatigue, d'une certaine surcharge au niveau du travail. Là. OK. On parle de solutions pour retisser les liens sociaux primordiaux à la santé mentale au milieu de travail. Les liens sociaux primordiaux, peux-tu me dire c'est quoi? En fait, les liens sociaux, on est des humains, hein? On est fait pour être ensemble, pour communiquer, on est des êtres sociaux, comme on dit souvent. Alors, au travail, c'est extrêmement important, entre collègues, d'avoir confiance les uns envers les autres, de pouvoir bien se connaître aussi, de faire attention à nos propres besoins, mais aussi aux besoins des autres, justement. Alors, ce qu'on propose, c'est de resserrer ces liens-là pour que la santé mentale de tout le monde, finalement, en soit bénéficiaire. Là. OK. Et comment est-ce que les entreprises peuvent s'y prendre pour renforcer justement la cohésion puis la santé mentale de leurs employés? Alors, ce qu'on propose au milieu de travail, aux gestionnaires, aux employés, c'est de prendre des initiatives. Donc, votre résolution aujourd'hui, en 2022, c'est vraiment d'organiser ce qu'on appelle ici une fête des voisins au travail. Donc, normalement, nous, on lance cette idée-là au mois de novembre, mais comme en ce moment, comme tu l'as dit, la situation est critique, on vous dit n'importe quand, hein? Quand le moment vous convient, quand vous sentez que là, vous avez besoin de vous retrouver ensemble. Donc, l'idée, en fait, c'est de prendre un moment ensemble, justement, soit en virtuel ou en présentiel, si vos conditions le permettent, et de faire soit des jeux ou des activités qui vont permettre de mieux vous connaître ensemble, de développer des nouvelles solutions aussi pour améliorer la santé mentale de tout le monde au sein de l'équipe. Donc, nous, en fait, on a sorti 2 idées à proposer aux équipes de travail. La première, c'est au niveau de la reconnaissance. Donc, de reconnaître c'est quoi les bons coups, c'est quoi les forces aussi de chacun dans une équipe de travail, parce qu'on sait que la reconnaissance, c'est super important pour la santé mentale. On sent qu'on a plus de motivation au travail. On trouve un sens aussi à ce qu'on fait au plan de la société, puis notre rôle aussi au sein d'une équipe de travail, à quel point on est important et tout ça. Et la deuxième idée, c'est le caillou dans le soulier. On l'appelle comme ça parce que quand on a une problématique ou un besoin non répondu dans un milieu de travail qu'on traîne longtemps, ça peut devenir fatigant.
tout comme quand on marche puis qu'on a un caillou dans notre soulier, que ça peut devenir irritant, justement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va soulever c'est quoi les irritants qui sont dans mon milieu de travail. Est-ce que c'est les relations entre collègues? Est-ce que c'est le climat? Est-ce que c'est la disposition de mon environnement qui me dérange? Et à partir de là, trouver des solutions pour que tout le monde se sente bien là-dedans. Mm-hmm. Et si jamais il y a des employés qui nous écoutent de certaines entreprises puis qu'il n'y a pas de démarche auprès que leurs gestionnaires font, eux, pour essayer d'implanter ça dans leurs entreprises, ils peuvent faire appel à vous justement pour approcher leurs gestionnaires puis qu'il y ait vraiment de quoi qui soit mis sur pied? C'est sûr que nous, on est ouvert à parler avec ces gens-là. On a 2 intervenantes qui sont là, qui sont au bout du fil. Les gens peuvent nous appeler, nous parler justement, c'est quoi vos besoins dans leur milieu de travail et à partir de là, leur donner peut-être des outils de communication pour que cette idée-là soit entendue, pour que cette idée-là de prendre soin de tout le monde, que la personne ait des bons arguments et tout ça à amener aux gestionnaires. Donc, on ne va vraiment pas parler de besoins individuels, on va parler de besoins organisationnels, collectif, finalement. OK. Si on parlait un peu de Santé mentale Québec, Bas-Saint-Laurent, peux-tu me parler un peu de votre organisme? Oui, alors Santé mentale Québec, Bas-Saint-Laurent, on est situé à Rimouski. Et en ce moment, bien sûr, nos services ont pris une tournure un peu plus virtuelle, mais on va revenir tranquillement en présentiel là, dès qu'on va le pouvoir. En fait, notre mission, c'est de prendre soin, c'est d'accompagner toutes les personnes qui veulent s'occuper de leur santé mentale, qui veulent aller mieux. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un diagnostic non plus pour venir à Santé mentale Québec. Si vous avez besoin d'informations, si vous avez besoin de ventiler, si vous voulez que nos intervenantes aussi aillent vous voir dans vos entreprises, dans vos milieux de travail pour parler de santé mentale, c'est quelque chose qu'on peut faire pour vous en ce moment. Mm-hmm. Je pense que c'est important de souligner aux gens que ressentir des émotions, de ressentir des faiblesses, de ressentir quelque chose, bien, justement, c'est pas une faiblesse. Puis je pense que c'est important là, de prendre la main qui est tendue là, de votre part. Là. En effet, malheureusement, en société, qu'est-ce qui est valorisé? C'est les gens qui sont forts, qui se montrent toujours solides, qui ne montrent pas leurs émotions, les choses comme ça, alors qu'on est des humains. Il faut se laisser vivre ces émotions-là. Il faut demander de l'aide quand on en ressent le besoin. Il ne faut vraiment pas hésiter parce qu'aujourd'hui, en 2022, je pense qu'on peut briser ce tabou-là. La santé mentale, tout le monde en a une. Il faut en prendre soin. Mm-hmm. Les gens peuvent vous contacter de quelle manière? Alors, par téléphone, au 418-723-6416, les postes 101 et 102 pour nos intervenantes et le poste 103 pour les services de promotion et prévention. Sinon, par courriel à information avec un S à commercial smq-bsl.org. Vous êtes également sur Facebook, je crois? On a une page Facebook, effectivement, donc les gens peuvent aller nous suivre. On publie régulièrement du contenu sur la santé mentale, des nouvelles de l'équipe, des nouvelles aussi au niveau de l'actualité. Et on peut nous contacter aussi, bien sûr, en message privé sur cette page-là. Kyliane Gay, tu es intervenante en promotion et prévention chez Santé mentale Québec, Bas-Saint-Laurent. Merci beaucoup pour cette entrevue. Merci à toi. C'est la fin de notre émission. J'espère que vous avez apprécié le contenu qu'on vous a présenté cette semaine. Si jamais vous avez des questions, des commentaires ou même des suggestions de sujets, je vous invite à nous rejoindre sur tcbh.tv. Et si jamais vous avez une opinion que vous aimeriez émettre sur nos ondes, contactez-nous. La télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays, c'est la télévision des gens d'ici, la télévision du peuple. Donc, contactez-nous sur tcbh.tv. On est là pour vous autres. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et nous, on se dit à la semaine prochaine pour d'autres infos TCBH. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. On a tous de bonnes questions sur la vaccination. Est-ce que la vaccination est efficace? C'est l'une des interventions les plus efficaces dans le domaine de la santé et elle est offerte dès l'enfance. Grâce à la vaccination, moins de personnes souffrent de maladies évitables et les conséquences de ces maladies sont plus rares dans la population. On peut penser à la poliomyélite, le tétanos ou la rubéole, tout comme l'hépatite B qui a pratiquement disparu chez les plus jeunes car ils ont été vaccinés en bas âge. Le vaccin, un moyen de nous protéger.
Jen. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Votre code QR, c'est votre passeport vaccinal. Si vous avez 13 ans et plus, rendez-vous au québec.ca/passeport vaccinal pour télécharger votre passeport. Vous pouvez l'imprimer, le prendre en photo avec votre appareil mobile ou l'importer dans l'application VaxiCode. Pour accéder aux lieux publics et aux activités où l'on exige le passeport vaccinal, vous devrez aussi présenter une pièce d'identité. Obtenez votre passeport vaccinal au québec.ca/passeport vaccinal ou téléchargez l'application VaxiCode. On a tous de bonnes questions sur le vaccin. Est-ce que mon enfant recevra le même vaccin que celui pour adultes? Le vaccin utilisé pour les enfants de moins de 12 ans a une formule différente de celui pour les adultes. Il contient une plus petite quantité d'ARN messager car le système immunitaire des enfants répond mieux que celui des adultes. Et bien que la dose soit plus petite, le vaccin est tout aussi efficace. Le vaccin, un moyen de nous protéger.